Allez, dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui fâche. La raison pour laquelle certains projets, la majorité des projets n'avancent pas aussi vite que ce que les porteurs de projets aimeraient, c'est avant tout parce que leur volume n'est pas assez élevé. Leur volume, on va dire, de contact, leur volume au niveau du goulot d'étranglement n'est pas assez élevé. Qu'est-ce que je veux dire par là? La majorité des gens qui ont un projet ambitieux, voire qui veulent lancer leur propre entreprise, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un projet qui est tellement important pour eux qu'ils vont faire uniquement ce qu'ils aiment. Par exemple, il y a des techniciens, des spécialistes de la technique, qui vont en fait mettre énormément de temps sur la qualité de leur travail, la qualité de leurs produits, la qualité de leurs prestations, de leurs services. Et tous les autres éléments qui sont hyper importants, mais qu'ils n'aiment pas des masses, ça sera vu au minimum. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous avez tout un système qui a l'air de bien fonctionner, sauf à un certain endroit où il y a carrément un goulot d'étranglement qui fait que même si tout le reste est huilé, ça sert strictement à rien. Et on pourrait croire que les gens vont s'en rendre compte et directement, on va dire, arranger ce problème, virer le goulot d'étranglement. Sauf que c'est exactement l'inverse qui va se passer. Les gens vont doubler la dose, vont doubler la mise, vont construire encore plus ce goulot d'étranglement et se mettre encore plus dans la merde. Pourquoi? Parce qu'à travers cette vidéo, vous allez comprendre que les gens sont émotionnels, l'être humain est émotionnel et qu'il n'est pas logique. Logiquement, il faudrait juste se débarrasser du goulot d'étranglement. Mais dans la pratique, c'est exactement l'inverse qui va se passer, on va venir le renforcer. Que ce soit clair, le but de cette vidéo, c'est pas que vous vous transformiez en usine à gaz d'un seul coup. C'est pas que vous commenciez à vous dire oh, bah, ok, il faut que je fasse 10 fois plus de trucs sur le goulot d'étranglement. Non, commencez déjà à faire beaucoup plus. Beaucoup plus, c'est vous qui allez voir ce que ça veut dire exactement pour vous. Et vous verrez que vos résultats vont forcément s'améliorer. Effectivement, ils ne vont pas s'améliorer tout de suite, mais plus vous allez viser un volume beaucoup plus haut, plus le changement, on va dire, plus l'inertie que vous allez gagner, l'élan que vous allez gagner sera important. Pourquoi est-ce qu'on aura tendance à renforcer un goulot d'étranglement plutôt que, on va dire, de s'en libérer? La raison est extrêmement simple. On est naturellement câblé pour viser, on va dire, à faire le minimum, à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc, qu'est-ce qui va se passer automatiquement quand on a un goulot d'étranglement et que la réponse serait normalement d'augmenter le volume? On va se dire non, il y a sûrement une meilleure façon de faire, il y a sûrement une façon où je vais faire le minimum de travail, mais avec le maximum de réussite. C'est vrai pour la plupart des problèmes que vous avez eus. Et c'est pour ça, en fait, parce que ça a marché avant, sur des problèmes, plein de problèmes que vous avez eus avant, la qualité vous a toujours sorti d'affaire, alors vous allez croire que là aussi, c'est la qualité qui va vous permettre de vous en tirer. Pourquoi est-ce que vous allez croire ça alors que, on va dire d'un point de vue logique, ça n'a aucun sens? Parce que émotionnellement, c'est ce que votre cerveau a compris. À chaque fois qu'on a fait de la qualité, on avait de meilleurs résultats. Du coup, automatiquement, vous allez faire ça. Pourquoi est-ce que vous n'allez jamais changer de, on va dire, de logique? Parce que justement, vous dire, ben non, en fait, c'est pas la qualité qui va me permettre de m'en tirer, c'est la quantité ce coup-ci, ça va vous obliger à vous remettre en question, ça va vous obliger à vous dire que vous avez eu tort. Et avoir tort pour le cerveau, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Et si c'est pas agréable, il n'en veut pas. Il préfère largement se contenter de son conte de fées qui lui dit que la qualité lui permettra de réussir haut la main, même si ça fait 6 mois que vous faites ça, voire même 3 ans, et qu'il n'y a toujours rien à la clé. J'avais un client, par exemple, qui me disait, j'ai fait une vidéo promotionnelle le mois dernier. Du coup, je fais, ok, cool, ça a donné quoi? Rien du tout. Ok. Et du coup, tu as fait quoi après? Rien du tout. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait? Parce que justement, il y a 7 mécanismes qui l'ont empêché de se rendre compte que ne rien faire à ce moment-là, c'était la pire chose à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, initialement, quand il a fait sa vidéo, ça lui a pris un temps de fou. C'est quelque chose qu'il déteste faire, quelque chose qu'il n'aime pas faire, se mettre à se vendre soi-même, se mettre à parler de lui-même. Lui, il préfère largement juste régler des problèmes. Donc pour lui, c'était une souffrance sans nom. Et quand il a enfin réussi à faire sa vidéo, le fait que cette vidéo n'ait fait aucun résultat, même pas un appel, rien du tout, ça l'a juste dégoûté. Qu'est-ce qu'on devrait faire d'un point de vue logique à ce moment-là? Si on comprend que le goulot d'étranglement, c'est un manque d'exposition, un manque de visibilité, on va juste augmenter la visibilité. Sauf que d'un point de vue émotionnel, ça veut dire augmenter la souffrance. Et ça, le cerveau va dire non merci. Viens, on s'enferme sur notre truc, viens, on commence à améliorer encore plus la qualité de tes prestations, de tes services, même si jamais quelqu'un fera appel à toi parce que tu es invisible. Et que ce soit clair, cette vidéo vous fera comprendre que ça ne sert à rien d'être le meilleur dans ce que vous faites si personne ne sait que vous existez. À l'inverse, vous avez déjà tous eu cette expérience de voir des gens moins bons que vous, des produits moins bons que le vôtre, se vendre comme des petits pains. Pourquoi? Parce que justement, ils ont de la visibilité. Ils font ce que les autres n'ont pas envie de faire. Premier mécanisme qui vous poussera à limiter votre volume, à limiter les quantités de production que vous allez faire pour, on va dire, enlever ce goulot d'étranglement, c'est que vous allez estimer ce qui est beaucoup selon le degré de souffrance que vous avez eu. Dit plus clairement, si quelque chose vous a fait souffrir, si quelque chose vous a demandé énormément d'efforts, alors en faire une seule fois vous suffira largement.
vous vous direz quelque chose comme: «Là, franchement, j'ai tout donné, je suis épuisé, je veux plus jamais refaire ça». Encore une fois, là, vous êtes en train de voir le côté émotionnel. D'un point de vue logique, ça n'a aucun sens. Imaginons d'un point de vue logique, je suis en train de faire un truc pour la première fois. C'est une souffrance parce que j'y arrive pas, c'est tellement compliqué, j'ai pas compris la logique. La logique voudrait que justement, je le refasse pour que j'apprenne à être meilleur, pour que j'apprenne à prendre des décisions beaucoup plus rapidement, me poser des meilleures questions, pour justement arriver à reproduire ça en boucle. Pourquoi? Parce que j'ai un goulot d'étranglement dans ma chaîne de valeur et je dois absolument le lever. Émotionnellement, ça veut dire me retaper la souffrance. Émotionnellement, ça veut dire me retaper cette sensation que j'avais d'impuissance, de ne pas savoir ce que je faisais, d'être dans l'incertitude totale. Et ça, le cerveau déteste. Donc, premier élément qui va vous empêcher de faire beaucoup, la souffrance que vous allez ressentir. Vous devez comprendre que cette souffrance n'a en fait aucune pertinence. C'est pas parce que vous souffrez que d'un seul coup, c'est beaucoup. Ça n'a rien à voir. Pareil avec un client qui cherchait en fait son premier emploi. En fait, c'était pas vraiment initialement pour ça qu'il m'a contacté, mais il se trouve qu'il voulait retrouver un emploi et il s'est dit, voilà, j'ai envoyé un CV cette semaine. Et après, je lui pose la question, je fais, OK, c'est beaucoup pour toi un CV ou pas? Ben, il me dit, ouais, quand même, c'est quand même beaucoup parce que j'arrive pas à trouver la boîte qu'il me faut, j'arrive pas à trouver la boîte qui accepterait mon profil un peu spécial. En plus, j'ai un TDAH, etc. J'ai plein de petits handicaps qui font que les gens, s'ils sont pas au courant, bah, ça va être vite être une souffrance pour moi. Le problème de son approche, c'est qu'un CV par semaine dans notre économie aujourd'hui, c'est du suicide. En fait, ça faisait 8 mois qu'il faisait ça. Et il aurait pu se le permettre s'il avait un CV qui était vraiment impeccable, avec des compétences rarissimes, extrêmement recherchées, etc. Là, il n'y aurait eu aucun souci. Le problème, c'était que c'était l'un de ses premiers emplois. Du coup, son CV n'avait rien de flambant neuf. Des gens comme lui, il y en avait un gros paquet. Et les autres, justement, ils avaient compris que c'était une histoire de volume. Alors quand lui envoyait un CV par semaine, même si le CV était impeccable, le truc était vraiment, on va dire, sur mesure par rapport à l'entreprise pour vraiment leur parler, il se trouve qu'il passait en dessous de 500 CV et du coup, le recruteur, en fait, ne le voyait même pas son CV. Qu'est-ce qui se passe aussi? Ça qui est marrant, c'est que les gens qui vont chercher un travail, on leur a appris à l'école que le plus important, c'était de faire une bonne candidature. Ce qui est complètement con. Complètement con parce qu'à moins que vous ayez des compétences, encore une fois, rarissimes, personne ne va se faire chier à lire votre CV. C'est tellement connu que tout le monde sait qu'un recruteur, moi à l'époque, quand on m'a dit ça, c'était 8 secondes, met à peu près 8 secondes pour regarder un CV. Aujourd'hui, je vois des recruteurs, je vois des gens sortir de ces écoles où ils apprennent à travailler dans les ressources humaines, on va dire, se taper sur le torse en se disant, moi j'ai besoin que de 3 secondes. Vous imaginez bien que vous faire chier à faire un truc qui est impeccable pour un type qui va vous donner 3 secondes, ça sert strictement à rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens continuent de le faire? Parce que émotionnellement, faire une candidature qui est moins sur mesure, ça fait mal. C'est comme si la personne va se dire qu'elle n'accorde pas d'importance à l'entreprise. La personne va se dire que je ne suis pas quelqu'un de sérieux, pas quelqu'un de fiable, pas quelqu'un de je ne sais pas quoi encore. On se retrouve au lieu de faire les choses de manière logique, ok, trouver un boulot, c'est une histoire de volume. Pourquoi? Parce que personne n'a le temps. Du coup, j'ai nettement plus de chances de trouver un poste en crachant des CV qu'en faisant un CV par semaine, hyper, on va dire, hyper chiadé. Qu'est-ce qui se passe alors quand vous allez être face à la réalité comme ça, et qu'à côté vous avez l'émotionnel? Vous allez partir dans l'émotionnel quoi qu'il arrive. Vous devez prendre conscience de ce phénomène, vous devez prendre conscience de ce biais qu'on a pour vous en débarrasser, pour revenir justement sur le côté logique. Encore une fois, pourquoi est-ce que cette personne-là ne s'est jamais rendue compte du problème? Parce qu'en fait, elle a eu plein d'informations contradictoires lui disant qu'avoir un CV de meilleure qualité, c'est ce qui optimisait les chances de trouver un travail. C'était absolument vrai il y a 50 ans, là où on va dire que quand vous trouviez un boulot, c'était pratiquement un boulot pour la vie. Du coup, il fallait juste gagner une seule fois. Donc, c'était pas déconnant de faire un CV hyper chiadé, etc. Mais aujourd'hui, avec l'économie, à la vitesse à laquelle elle tourne, à la vitesse à laquelle vous pouvez vous faire virer pour licenciement économique, à la vitesse à laquelle vous pouvez faire, on va dire, être muté pour pas vous virer, mais justement que vous partiez vous-même, vous commencez à croire qu'en fait, enfin, vous commencez à comprendre que vous n'êtes plus du tout dans les mêmes, on va dire, dans les mêmes règles du jeu, quoi. C'est plus du tout le même jeu auquel vous jouez. Donc, premier élément qui va vous pousser à croire que ce que vous faites aujourd'hui, c'est beaucoup, la souffrance que vous allez ressentir. Le deuxième élément, c'est le temps que ça vous prend. Plein de gens, notamment sur YouTube, c'est vraiment une calamité sur YouTube. Les gens vont me dire, ah, j'ai fait une vidéo, je fais une vidéo par semaine. Et du coup, dans ma tête, je fais, ok, pourquoi tu fais une vidéo par semaine? C'est quoi le plan? C'est quoi la stratégie? J'ai du mal à comprendre. Ben, en fait, ça me prend tellement de temps, c'est tellement compliqué pour moi, il y a tellement de trucs que j'ai du mal à faire avec mon logiciel de montage, que du coup, je reste sur une par semaine. Est-ce que vous comprenez que c'est complètement débile?
Dans le sens où si je veux réussir sur YouTube, si je veux gagner ma vie grâce à YouTube, ou du moins avoir une espèce de revenu comme ça en plus grâce à YouTube, la seule question que je vais me poser, c'est comment est-ce que je dois faire pour réussir? Et c'est pas qu'est-ce que moi je suis prêt à faire pour que ça marche? Pourquoi? Parce que imaginons que vous êtes capable de faire très peu de choses. Est-ce que ça va marcher? Ben non. Du coup, quand vous allez vous dire: «Moi, je veux réussir sur YouTube» et que vous faites le minimum, ne vous étonnez pas que ça ne marche pas du tout. Ne vous étonnez pas que vous n'arrivez pas à avancer. Ne vous étonnez pas que vous n'arrivez pas à avoir de résultats et que du coup, vous êtes démotivé. Parce qu'en fait, vous vous posez la mauvaise question qui est: combien de temps est-ce que ça me prend pour produire un résultat? Au lieu de vous poser la seule question qui compte: combien il faut produire? Combien il faut viser pour que mon succès soit garanti? Et si je n'arrive pas encore à ce niveau de production, mon boulot aujourd'hui, c'est d'essayer d'y arriver. De le faire une fois, comprendre ce qui n'a pas bien marché et ce que je peux optimiser, le faire une deuxième fois, répéter le même processus, jusqu'à arriver en fait à ce stade que je vise où mon succès est garanti. Au lieu de ça, qu'est-ce que les gens font? Ils restent éternellement à leur production de base, à leur niveau de base. Pourquoi, encore une fois, logiquement ça n'a aucun sens, mais émotionnellement, c'est le côté épreuve, le côté c'est long, c'est chiant, c'est dur, je ne maîtrise pas le truc. Du coup, je n'apprécie pas, on va dire, l'expérience. Et quand le cerveau n'apprécie pas une certaine expérience, il va se dire que c'est quelque chose dont on se passerait bien. Surtout, on va dire, dans notre ère aujourd'hui, où il y a infiniment d'autres façons de trouver du plaisir et à moindre effort. Donc faites très attention à ce piège. Si vous tombez dedans, c'est-à-dire que, ah ouais, mais on va dire, pourquoi tu fais pas plus? Ah, parce que ça me prend tellement de temps. Ça, c'est le signe que vous devez optimiser, pas que vous devez rester là où vous êtes. Autre piège dans lequel vous allez tomber, les gens vont estimer ce qui est assez en regardant ce que font les autres. Ça aussi, YouTube, c'est le même délire, mais on peut voir ça en fait dans toutes les facettes de la société. Quand vous regardez les autres, vous vous rendez compte que leur production est quand même assez basse. Par exemple, sur YouTube, ça va être une vidéo par semaine, c'est ce qu'on va vous conseiller. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous avez une armée de gens qui vont commencer à faire une vidéo par semaine. Mais c'est ça qui est, on va dire, un peu débile avec l'être humain, c'est que peu importe ce que vous lui dites au début, peu importe la première information qu'il a au départ, il va considérer que c'est la vérité. Donc si le premier truc que vous entendez au départ de votre vie, c'est une vidéo par semaine, c'est assez, vous allez croire ça sur parole. Vous allez alors vous retrouver à avoir, on va dire, un océan de gens qui font exactement la même chose, une vidéo par semaine. Et il y a un problème là, c'est que vous devez absolument vous poser la question, mais attends, ça suffit ou pas? Ça permet de fonctionner ou pas? Et si ça permet de fonctionner, est-ce que c'est des gagnants du loto qui y arrivent ou est-ce que c'est la majorité des gens? Parce que moi, ça ne me sert à rien que vous me filez une méthode, si pour y arriver, c'est qu'une certaine quantité de gens, genre 0,1%, pour moi, ce n'est pas votre plan qui a fonctionné, c'est le hasard qui a fait que ça a marché pour eux. Pourquoi? Parce que si on est des milliards à choisir ce même plan et qu'il n'y a que 10 personnes à la fin qui vont réussir, surprise, ce n'est pas à cause du plan qu'ils ont réussi. C'est à cause d'autre chose, d'éléments en fait que je n'ai pas vus sur mon radar. Alors quand vous allez regarder les autres, si vous voyez que vous faites la même production qu'eux, si vous voyez que vous avez la même cadence qu'eux, et que ces gens-là que vous êtes en train de regarder échouent, vous n'êtes pas en train de réussir. Vous êtes en train d'échouer comme tout le monde. Et ce que je vous dis en fait à travers mes vidéos très souvent, c'est arrêtez de faire comme tous les autres, parce que tous les autres justement n'y arrivent pas. Si vous voulez une vie ambitieuse, comprenez que la majorité des gens n'ont pas de vie ambitieuse. Ils ont une vie normale. Et une vie normale, c'est quoi? C'est une vie que vous détestez, une vie qui n'est pas ouf, une vie où vous allez dire aux gens: «Ah tu sais, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, hein». Oui, si on a une vie normale, c'est exactement ce qui va se passer, ouais. Vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Vous allez faire ce que les autres veulent. Vous pourrez effectivement faire ce que vous voulez au moment de la retraite, si votre santé vous le permet. Si vous n'avez pas un job qui vous a fracassé, on va dire avant que vous ayez atteint la retraite. Mais commencez à vous dire que merde, si je fais comme tous les autres, je ne suis pas sur le bon chemin. Cinquième piège qui vous empêchera de faire plus, qui vous empêchera de faire un volume plus élevé, c'est que vous allez définir votre valeur en tant qu'être humain selon la qualité de ce que vous produisez. Et ça, on le doit directement à l'école. À l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend depuis tout petit? C'est que quand on fait du bon travail, alors on est une bonne personne, on a une bonne note. Et du coup, si on a une bonne note, c'est qu'on est quelqu'un de fiable, quelqu'un qui va travailler, quelqu'un qui ira loin, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui je ne sais pas quoi encore. À l'inverse, vous avez une sale note, vous êtes quelqu'un qui est merdique, vous êtes quelqu'un qui est un cancre, vous êtes quelqu'un qui n'arrivera jamais à rien faire de sa vie. Quand vous entraînez, enfin quand vous élevez comme ça des enfants pendant très longtemps, au bout d'un moment, ils commencent à utiliser le même système de valeurs, mais pour absolument tout ce qu'ils font. Autrement dit, ils seront allergiques au fait de faire des choses où ils ne sont pas déjà bons. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire quelque chose qui est votre goulot d'étranglement et que vous avez évité pendant des années avant de devoir vous y mettre? Vous vous y mettez enfin parce que vous dites: «Tiens, j'aimerais bien payer mes factures un jour, manger, ça a l'air plutôt drôle». Vous allez commencer à faire ce que vous devez faire
Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que c'est de la merde. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Au lieu de le balancer quand même, parce que de toute façon, c'est qu'une première version, vous allez vous dire non, je vais le retaper jusqu'à ce que la qualité soit bonne. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre des mois à sortir un truc qu'un trou du cul comme moi sortirait en une journée. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas accepter de faire de la merde. Parce que si vous faites de la merde, vous avez encore peur que les gens vous disent « Ah bah tiens, ce qu'il fait, c'est pas terrible. Ah bah tiens, ce qu'il fait là, franchement, n'importe qui aurait fait mieux. » Le jour où vous comprenez qu'à la seconde où vous êtes visible, qu'à la seconde où vous mettez une production qui est visible par tout le monde, vous allez être critiqué. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont vous critiquer, beaucoup plus de gens, si vous faites de la merde. Tout à fait d'accord avec vous. Sauf qu'à la fin, vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime pour réussir. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime pour avoir ce que vous voulez dans la vie. Vous avez juste besoin d'une toute petite quantité de gens qui vous suivent, qui soient d'accord avec vous, qui aimeraient en savoir plus, qui aimeraient réaliser leur rêve et qui pensent que vous pouvez leur apporter quelque chose, apporter de la valeur, diminuer leur souffrance ou je ne sais quel autre service que vous pourriez proposer. À la seconde où vous commencez à comprendre ça, vous réalisez enfin que le but n'a jamais été d'être aimé par tout le monde. Vous comprenez que vous n'êtes pas dans un concours de popularité et que votre réussite ne se fera pas selon un vote. Vous allez pouvoir servir une toute petite partie de la population pour qui vous êtes une référence, et pour le reste de l'humanité, vous êtes une grosse merde. Plus vite vous acceptez ça, plus vite vous allez arrêter de vous identifier selon votre qualité, la qualité de votre production, et vous allez plutôt vous évaluer selon le regard des gens qui vous intéressent réellement. Moi, par exemple, je pense uniquement aux gens qui sont dans la souffrance, qui veulent avoir un objectif ambitieux, qui veulent courir après, mais qui sont retenus par une quantité phénoménale, on va dire, d'obstacles stupides. À qui je pense en fait exactement? Je pense à moi, il y a 7 ans. Moi, il y a 7 ans, j'avais plein de règles imaginaires qui me disaient que je ne pouvais pas y arriver, que je ne devais pas le faire, que ce n'était pas pour moi. Et à un moment donné, après une tentative de suicide, je me dis, tu sais quoi, j'en ai plus rien à foutre de ces règles. Et si j'y allais à fond? Sauf qu'on ne va pas se mentir, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de m'être dit ça. Parce que j'aurais pu très bien faire la même chose et me dire, c'est trop dur. C'est trop dur, j'y arrive pas, je vais juste essayer de survivre. Et là, j'aurais juste passé une vie de souffrance. Parce que j'ai eu de la chance de me dire, tu sais quoi, je vais y aller à fond. J'ai appris des choses, je m'en suis sorti. Et maintenant que je m'en suis sorti, je me suis fait une promesse, celle de me débrouiller pour que d'autres personnes qui aient la même souffrance que moi puissent traverser cette zone aride, là, ce désert-là que j'ai eu, où j'avais rien qui va fonctionner pour moi. Je veux qu'ils puissent la traverser en se disant que c'est normal, en se disant que ça fait partie du jeu, ils sont en train de faire le ménage dans leur tête et que justement leur quantité de souffrance va diminuer petit à petit pour qu'enfin ils puissent se poser les bonnes questions. Et l'un des éléments qui m'a fait perdre autant de temps, c'était mon incapacité à faire suffisamment de volume parce que justement tous les pièges que je suis en train de vous décrire ici dans cette vidéo sur qu'est-ce qui m'a limité dans ma capacité de production, bah, c'est tous les pièges qui m'ont eu en fait. Tous les pièges qui m'ont retardé, qui m'ont empêché d'avoir ce que je voulais. C'est pour ça que quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis dit, il est hors de question que je fasse la même chose. Il est hors de question que je tombe dans le même piège. Alors j'ai commencé à regarder ce que tout le monde faisait, une vidéo par semaine. Et du coup, mon premier seuil, ça a été une vidéo par jour. Puis après, je me dis, une vidéo par jour, c'est quand même vachement long, quoi. J'ai pas que ça à foutre. Moi, je vais faire des tests, je suis là pour récolter de l'information. J'ai aucune idée de ce que je fais. Plus je récolte d'informations, plus l'information est fiable, plus ça va être intéressant pour moi pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour m'ajuster. Et c'est là que je suis arrivé sur 5 shorts et une vidéo longue par jour. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand j'ai commencé à faire ça? Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça prend du temps? Parce que tout le monde me disait, oui, mais si tu vas trop vite, etc., en effet, tu risques d'avoir plus de vues, mais tu vas te fatiguer. Ok, je note. Du coup, il faut que je trouve un truc contre la fatigue. Ah ouais, mais tu risques de manquer d'idées. Ok, je note. Il faut que je trouve un truc pour, on va dire, gérer mon manque de créativité, mon manque de capacité à trouver des problèmes. Oui, mais après, tu risques d'être lassé aussi. Ok, il faut que je trouve un moyen pour que ce soit fun tout le temps. En fait, quand vous avez plus de limites de production, au lieu de vous laisser arrêter par des problèmes classiques, vous allez juste vous dire, oui, mais mon but, en fait, c'est quand même de faire plus. C'est pas que ce soit agréable, c'est pas que ce soit fun, c'est de faire plus. Évidemment, je sais pertinemment, étant donné mon expérience, que si je veux faire plus sur la durée, il faut que ce soit fun. Mais il y a une différence entre quelque chose qui est fun en lui-même parce que c'est facile, et fun en lui-même parce que c'est moi qui vais le rendre fun. Et qu'est-ce que j'ai adoré faire, moi, dans toute ma vie? C'était me dépasser. J'adore me dépasser, j'adore faire des choses nouvelles, j'adore penser différemment, j'adore trouver des nouveaux systèmes, j'adore faire des choses qui étaient impensables pour moi il y a quelques années. C'est ça en fait mon plaisir. Et c'est vrai que ce plaisir demande plus d'efforts. Mais je pense que vous avez déjà eu l'expérience, quand quelque chose vous demande beaucoup d'efforts, la satisfaction que vous avez derrière est décuplée. À l'inverse, si je vous demande de faire un truc qui est facile, les 2-3 premières fois, ça va être OK.
Et une fois que vous avez compris exactement comment ça marche, ça vous saoule en fait. Vous dites juste, ouais, c'est bon, je sais comment ça marche, quoi. Ben, c'est ça en fait que vous allez mettre en place. Vous allez commencer à mettre en place des sécurités, des mesures pour vous permettre on va dire, utiliser le volume d'effort ou de production que vous devez atteindre pour réussir le plus vite possible. Donc pourquoi est-ce que moi je me suis visé ces 6 vidéos par jour? Parce que justement, je voulais faire un test rapide sur YouTube qui était de 18 mois. Oui, même rapide pour moi, c'est quand même assez élevé au niveau du temps. Pourquoi? Parce que je sais que on va dire le premier goulot d'étranglement qui empêche les gens aujourd'hui de réussir dans leur projet, c'est le manque de volume. Donc je ne vais pas tomber là-dedans comme un con, quoi. Est-ce que je m'attends à ce que ce soit facile? Non. Ça a été très difficile pour moi pendant ces mois pour tenir cette cadence. Pourquoi? Parce que je ne l'avais jamais fait avant. Est-ce que parce que c'est difficile, j'ai abandonné? Sûrement pas. Parce que quand vous êtes face à une difficulté, quand vous allez vous dire: «OK, c'est trop haut, je baisse le volume, je baisse la capacité que je veux viser», ce qui se passe en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de limiter votre potentiel. Vous êtes en train de vous dire: «Je ne suis pas capable de faire plus». Et quand vous allez vous dire ça, votre plan d'action derrière, qui est défini par votre potentiel, va être plus petit, les résultats maximum que vous pourrez avoir sont plus petits, les croyances que vous allez créer derrière sont: «OK, là c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus faisable, tant pis si ça prend du temps, j'imagine que c'est comme ça que ça marche». Non, ça a pris plus de temps parce que vous avez baissé le volume. Donc qu'est-ce qui va se passer? Moi, quand je suis face à un mur, quand je n'arrive pas à atteindre ce que je veux atteindre, au lieu de baisser le barème, je vais au contraire le laisser là où il est et me changer moi. Parce que j'ai compris quelque chose de très clair. La future version de moi qui sera capable de faire ce qu'elle veut faire dans le futur n'est absolument pas la version que vous voyez aujourd'hui. La version que vous voyez aujourd'hui, malgré toutes ces améliorations, elle est encore trop limitée sur certains points. Elle ne sait pas faire certaines choses. Elle ne les a pas faites depuis assez longtemps. Elle n'a pas assez d'expérience sur X, Y, Z. À l'inverse, la future version de moi a une capacité de production énorme, une capacité de réflexion que je n'ose imaginer. Pourquoi? Parce que pendant ces 5 ans que je vais faire mes tests ou que je vais avancer, je ne vais pas arrêter de me mettre au défi. Je ne vais pas arrêter de me pousser plus loin. Le but n'est pas de le faire et de vous transformer en une usine à gaz qui va être sur les rotules tout le temps. Le but, c'est que vous voyez en fait que vous êtes capable de faire nettement plus que ce que vous imaginez. Mieux que ça encore, pardon, ce que je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que tout ce qui va vous limiter dans votre capacité de production, c'est la peur. Et si vous laissez la peur contrôler votre vie, je peux vous assurer que votre potentiel, même si vous pensez qu'il est haut aujourd'hui, va être ridicule. Comment est-ce que je le sais? Parce que justement, j'ai traversé ces épisodes de peur. J'ai traversé toutes ces limites imaginaires que je me suis créées et qui me disaient: «Tu ne peux pas faire plus. Tu devrais faire comme tout le monde. Tu devrais faire comme les autres». Mais qu'est-ce que vont dire les autres si tu fais plus? Qu'est-ce que vont dire les autres si tu commences à faire tellement plus qu'ils ont l'air ridicules? Et la seule réponse que j'avais à cette dernière question, c'était: «J'en ai rien à foutre. C'est leur problème». Quand je voyais quelqu'un faire beaucoup plus que moi, je me surprenais à me dire: «Moi aussi, je veux le faire». Et ce qui était vraiment surprenant, en fait, c'est que quand je regardais les autres, ils se disaient: «Il n'a pas le droit de faire ça. C'est pas comme ça que ça marche». Ils essayaient en train de le descendre alors qu'ils avaient la preuve qu'il était possible de s'élever. Et c'est ça, en fait, que je veux faire à travers chacune de mes vidéos. Et ici, je veux vous montrer, en fait, les pièges dans lesquels vous tombez et qui vous poussent à croire qu'aujourd'hui, vous faites assez de volume, notamment ce goulot d'étranglement qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez. Pour certains, ce goulot d'étranglement, c'est de manquer de visibilité, ne pas faire assez de publicité. Pour d'autres, c'est ne pas oser, on va dire, appeler les gens au téléphone ou aller dans des séminaires ou aller dans des forums, bref, pour établir des contacts. Pour d'autres, c'est ne pas lancer leur site internet. Pour d'autres, c'est ne pas lancer, on va dire, optimiser leur SEO, je ne sais quoi encore. Tous ces éléments-là, en fait, c'est vous qui allez déterminer dans votre chaîne de valeur qu'est-ce qui coince. Qu'est-ce qui, si je le multiplie par 10, me donnerait 10 fois plus de résultats. Au lieu de ça, qu'est-ce que les gens font? Ils vont faire ce qui est confortable pour eux. Et quand vous faites ça toute la journée, vous allez vous faire avoir. Parce qu'en fait, vous perdez votre temps. Vous avez l'impression d'être productif, vous avez l'impression de faire des efforts, mais vous perdez votre temps. Avant-dernier piège qui vous poussera à croire que ce que vous faites aujourd'hui est suffisant, c'est assez pour réussir, c'est que vous allez vous baser sur ce que vous faites habituellement. Et en matière de stupidité, on peut difficilement faire pire. En fait, le cerveau, il a beaucoup de mal à savoir ce qui est beaucoup, pas beaucoup, grand, petit. Il a toujours besoin d'une référence. Par exemple, quand je veux dire que quelqu'un est grand, c'est grand par rapport à la taille moyenne des gens. Quand je dis qu'il est petit, pareil. Quand je dis qu'il est intelligent, pareil. Quand je dis que quelqu'un est lourd, pareil. En fait, inconsciemment, j'ai une référence. Et quand vous n'avez pas de référence sur la quantité de production que vous devez faire, le cerveau va utiliser la seule référence qu'il a sous la main tout le temps, vous-même. Donc imaginons que je ne fasse jamais de gâteau au chocolat, et d'un seul coup je me dis: «Tiens, je vais faire assez de gâteaux au chocolat pour devenir super bon
quand je vais faire mes gâteaux au chocolat. Et là, je vais me dire quoi? Je vais en faire un par mois. Et dans ma tête, je me dirais que c'est assez. Pourquoi? Parce que je passe de jamais à un par mois. Et forcément, c'est beaucoup. Sauf que, est-ce que ça me permettra à terme de savoir faire les meilleurs gâteaux au chocolat au monde? Je suis pas sûr. C'est pour ça que la question que vous devez vous poser à ce moment-là, c'est quelle est ma référence? Est-ce que je me compare à quelqu'un qui va réussir? Ou est-ce que je me compare juste à moi-même? Et si vous êtes en train de vous dire que tiens, mais pour moi c'est beaucoup, si vous utilisez cette formulation, pour moi c'est beaucoup, vous êtes mort. Vous êtes tombé dans le piège. On s'en fout en fait que pour vous c'est beaucoup. Vous avez des objectifs ambitieux. Vous avez une ligne d'arrivée à atteindre. La seule question que vous devez poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cette ligne d'arrivée? Et idéalement, pas à mes 80 ans. Alors si vous voulez réussir, c'est ça que mes clients me disent le plus souvent, c'est je veux réussir le plus vite possible. Ok? Alors pourquoi tu traînes? Pourquoi tu t'économises? Pourquoi tu es en train de, on va dire, faire avec ce que tu as aujourd'hui au lieu de booster ta capacité de production? Et vous vous rendez compte tout de suite que c'est stupide. Mais ça va, émotionnellement, ça a du sens parce que le cerveau se dit juste, c'est quoi la référence chez nous? Ah ouais, c'est bon, on fait rien, vas-y, fais-en un. C'est bon, c'est fini. Évitez ce piège aussi. Dernier piège, et c'est de loin celui qui va vous, on va dire, vous achever si jamais vous arrivez à esquiver ceux d'avant. Quand vous êtes dans un dilemme et que vous devez choisir entre qualité ou quantité, depuis votre enfance, vous avez été programmé pour sélectionner la qualité. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vu que vous pensez que vous allez être critiqué ou que la qualité du produit que vous allez sortir, la qualité de ce que vous allez créer reflète votre qualité à vous en tant qu'être humain, vous allez naturellement partir sur la qualité. Pourquoi est-ce qu'on vous a appris ça à l'école? Parce qu'à l'école, on vous a conditionné pour devenir un employé. Un employé, c'est quoi? C'est un rouage dans une machine. C'est quelqu'un qui a un but. C'est quelqu'un qui a une fonction dans cette machine. Si votre fonction, c'est de répondre à des emails envoyés par des clients potentiels, on va faire en sorte que vous soyez programmé pour croire que chacun de vos emails reflète votre, on va dire, votre valeur en tant qu'être humain. Donc, étant donné que vous n'avez pas envie d'être une merde, vous allez faire de beaux emails. Vous allez essayer de suivre les règles. Vous allez essayer de faire du bon travail. Et c'est génial, en fait, de créer des êtres humains comme ça, parce que du coup, ils sont naturellement câblés pour faire quelque chose on va dire, au mieux, peu importe s'ils aiment le job ou pas. Et c'est ça, en fait, ce qu'on voulait vraiment pour, on va dire, la société moderne. On voulait faire en sorte que des enfants ne soient plus des enfants et soient directement des travailleurs adaptés, qui soient directement câblés, conditionnés pour être des employés modèles. Évidemment, ça ne marche pas avec tout le monde. Évidemment, on se rend compte aussi que si l'entreprise est tellement, on va dire, tourne tellement avec le cul que des gens médiocres finissent quand même par arriver, et ça, c'est autre chose. Mais on va dire, la mission principale, c'était vraiment de faire en sorte que des gens pensent comme des employés modèles. Et il n'y a rien de mieux que de vous dire que vous êtes la qualité de ce que vous produisez. Là, maintenant, on va arriver dans la deuxième partie de la vidéo. Et avant de vous dire que vous devez faire plus, déjà, on va se poser la question de pourquoi faire plus. Parce qu'on a vu précédemment que les règles, les pièges qui vous, on va dire, qui s'emparaient de vous, qui vous chopaient, c'était des pièges qui vous poussaient à croire que c'était un risque, que c'était de la souffrance. Là, maintenant, il nous faudrait on va dire, un but suffisamment important pour se pousser à faire plus. Encore une fois, on est des êtres humains et l'être humain est émotionnel. Il n'est pas logique. Ça sert à rien que je vous dise que logiquement, il faut faire plus pour avoir plus. Ça, c'est bon, tout le monde comprend, c'est débile. Il y a un goulot d'étranglement, j'enlève le goulot d'étranglement, forcément, ça va beaucoup mieux. Sauf que émotionnellement, déjà, il faut que vous compreniez à quel point c'est important. Là, actuellement, je me bats contre la souffrance. Donc, j'ai intérêt à faire en sorte que les bénéfices qui sont derrière soient suffisamment élevés. Première question que vous allez vous utiliser et que vous allez vous rappeler en permanence pour vous donner la force, pour vous rappeler de pourquoi vous devez faire plus, c'est que est-ce que vos chances de réussir augmentent si vous faites plus? Là, vous allez dire, bah oui, c'est évident. Bien. Réussir pour vous, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les conséquences pour vous de réussir? Je ne parle pas des conséquences, on va dire directes, les conséquences de premier ordre. Si je réussis, je pourrais payer mes factures. Ok, ça, on s'en bat les couilles. Si je réussis à vivre de ma passion, alors je ferai partie de ces gens qui seront heureux, épanouis chaque jour qui passe. Pas mal. Ordre suivant. Si vous êtes épanoui, heureux chaque jour qui passe, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, je travaille sur des problèmes que je veux avoir. Chaque jour est un privilège pour moi de travailler sur des projets qui soient hyper intéressants. Pas mal. Là, on arrive déjà sur le troisième ordre. Qu'est-ce qu'il y a encore après ça? Si j'ai des projets comme ça, je vais forcément être en contact avec des gens qui sont eux aussi intéressants, des gens qui vont m'apporter une certaine richesse, qui vont me permettre d'évoluer grandement, de m'épanouir au mieux, et surtout, je n'aurai plus besoin des autres, je n'aurai plus besoin de leur validation, je n'aurai plus besoin, on va dire, de leur jugement, de leur regard positif pour me sentir bien. Je pourrai être à l'aise à être le fait d'être moi-même et de suivre mes propres règles. Et là, on commence à toucher quelque chose qui a vraiment de l'importance.
Donc, au lieu de juste vous dire, si je fais plus, si j'enlève ce goulot d'étranglement, j'augmente mes chances de réussir, je vais aussi que vous vous souveniez de qu'est-ce que ça veut dire pour moi réussir, pourquoi c'est si important. Parce que quand vous allez devoir, on va dire, comparer votre souffrance aujourd'hui et les bénéfices plus tard, vous avez intérêt à avoir des bénéfices qui tabassent. Parce que si vous avez des bénéfices qui sont à peine meilleurs que ce que vous avez aujourd'hui, vous n'aurez jamais l'envie de vous dépasser, vous n'aurez jamais l'envie d'enlever ce goulot d'étranglement et vous allez juste rester là où vous êtes. Pourquoi? Parce que c'est pas si terrible, parce que c'est pas si horrible que ça. Est-ce que le fait de faire plus me permettrait d'avoir plus d'informations pour comprendre ce qu'il faut faire? Et est-ce que ces informations seraient de meilleure qualité? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ce que j'ai fait en fait sur YouTube. Imaginons je fais une vidéo par semaine. Non seulement je vais avoir très peu d'informations, mais en plus cette information, c'est du hasard. C'est du hasard parce qu'il suffit que je lance la vidéo au mauvais moment, au mauvais jour, pendant un jour férié ou je ne sais quoi encore, et d'un seul coup, je n'ai plus, on va dire, l'information ne veut plus rien dire. Ce n'est plus les mêmes conditions. Et vous devez comprendre un truc en fait dans ce monde, c'est qu'il n'y a jamais deux fois le même lundi. Le lundi qui est, par exemple, au premier, enfin, on va dire au début de l'année, le tout premier lundi, il n'a pas la même saveur que le lundi juste avant Noël. Le lundi, on va dire juste avant l'été, il est aussi différent d'un autre lundi. Autrement dit, quand vous allez, on va dire, faire des tests, il est extrêmement stupide de considérer que lundi, le premier lundi, est le même que le 50e lundi. Et parce que vous n'avez pas, en fait, une idée précise de qu'est-ce que ça implique, la seule façon pour vous de minimiser, on va dire, la variation d'un jour à l'autre, c'est de faire plus de volume. Parce que quand vous allez faire du volume, vous allez en fait normaliser, moyenniser tout ça, et du coup, éviter les gros pics de performance, mais aussi éviter les gros creux de performance. Est-ce que le fait de faire du volume me permettra d'avoir plus d'informations, et cette information sera de meilleure qualité? Oui et oui. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette information? Parce que je ne peux pas réussir si je continue de faire du hasard. Je ne peux pas réussir si je prends mon doigt comme ça, je vois où le vent souffle et je me dis, ok, je vais aller par là. Ce n'est pas un plan, ça, pour réussir. Vous voulez savoir comment réussir, vous devez connaître les règles du jeu. Et pour connaître les règles du jeu, il vous faut, on va dire, connaître la cartographie, connaître comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le bouton 1, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le bouton bleu, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le bouton vert, etc. Et tout ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Mais qu'est-ce qui se passe émotionnellement quand les gens, on va dire, pour qui c'est une souffrance de faire ça, d'aller chercher de l'information, ils vont juste retenir la souffrance. Moi, ce que je retiens, c'est la chose suivante. Je retiens que pour échouer dans ce milieu, même après avoir passé des années sur un projet, il suffit de faire tellement pas assez qu'on n'arrive pas à comprendre exactement comment ça fonctionne, qu'on n'arrive pas à travailler sur nous-mêmes, à enlever nos limites, à enlever ce qui nous empêche d'avancer. Et c'est ça, en fait, qui va nous pousser à, on va dire, complètement échouer. Ça, c'est une excellente nouvelle pour moi. Parce que je me rends compte que les gens qui échouent sont des gens qui ne s'en rendent pas compte, mais sont en train de mettre toutes les chances dans le côté inverse. Ils mettent toutes les chances pour échouer. Donc moi, si je veux réussir, tout ce que j'ai à faire, c'est à enlever le maximum de conneries, de barrières sur la route, qui me permettra justement d'avancer vers ce que je veux. Ça m'arrange qu'il y ait plein d'obstacles, ça m'arrange qu'il y ait plein de choses à savoir, parce que s'il y avait juste une seule chose à savoir pour réussir, ça veut dire que je n'ai qu'une seule chance, et que si jamais ça marche pas, bah peut-être que c'est parce que j'ai pas eu de chance, peut-être parce que je suis pas la bonne personne, peut-être parce que j'ai pas le bon physique, peut-être parce que j'ai pas le bon poids, peut-être parce que je sais pas quoi encore. Et là, du coup, je peux pas niquer. À l'inverse, si j'ai une infinité de moyens d'optimiser mon projet pour qu'il fonctionne, je peux passer par le chemin que je veux, ça va marcher. Autre question que je vous conseille vraiment de vous poser pour savoir si vous devez faire plus ou pour vous donner, on va dire, l'envie de faire plus. Est-ce que la personne que je serai dans le futur aura plus de capacités que moi? Elle sera capable de faire plus de choses avec une meilleure qualité, avec une meilleure rapidité, avec une meilleure, on va dire, fiabilité dans tout ce que je fais? Pour moi, c'est évident. C'est évident parce que je vise à avoir une vie qui est très ambitieuse. Et je ne peux pas avoir cette vie ambitieuse si je reste la même personne. C'est juste pas possible. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. C'est pas parce que j'ai très envie de faire un truc que je vais l'avoir. À l'inverse, si j'ai toutes les qualités pour l'avoir, si j'ai la façon de penser pour l'avoir, si j'ai la façon de voir le monde pour l'avoir, si je ne, on va dire, si je ne me démotive plus pour des raisons futiles, c'est évident que j'augmente mes chances pour réussir. Donc qu'est-ce que je me rends compte tout de suite sur la future version de moi? C'est que je ne suis pas cette future version. Il y a un fossé entre nous. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. La majorité des gens vont être dégoûtés parce qu'ils vont se dire, oh, il y a tellement de choses que j'ai à faire. Mais tant mieux. Parce que du coup, vous pouvez commencer par ce que vous voulez, vous allez vous rapprocher. Donc, vous voyez, il y a deux façons en fait de voir les choses. Et ce que j'ai compris sur cette future version de moi, c'est que quand les autres verront des murs, lui verra des portes. Et s'il n'y a pas de porte, il trouvera une fenêtre. Et s'il n'y a pas de fenêtre, il trouvera, on va dire, des explosifs pour commencer à faire lui-même ses propres trous. Il ne laissera rien l'empêcher d'avancer. C'est ça aussi cette histoire de, on va dire, est-ce que je dois faire plus? Donc pourquoi est-ce que ça me motive? Parce que je comprends en fait que ce type-là,
Je ne vais pas le faire juste parce que ça va diminuer ma souffrance, je vais le faire parce que je n'aurai plus de souffrance. Vous souffrez aujourd'hui parce que vous pensez être bloqué. Vous souffrez aujourd'hui parce que vous pensez qu'il n'y a pas de solution. Vous souffrez aujourd'hui parce que les solutions qui sont disponibles, vous pensez ne pas pouvoir les appliquer parce que vous n'avez pas ce qu'il faut. Mais la future version de moi, elle ne voit que des possibilités. Elle ne voit pas du tout comme problème que tiens, ça je ne peux pas encore l'utiliser. Ben, je vais apprendre, je vais évoluer je vais le faire. Et si je suis capable de faire des choses que personne n'a envie de faire, j'augmente mes chances, par définition. Donc vous voyez que moi, quand je suis en train de penser à mon futur moi, finalement je ne vois que des bénéfices, je ne vois que des possibilités. Et le travail que je vais fournir, je suis désolé pour vous, mais c'est un travail que vous deviez fournir à la base. Donc c'est pas comme si c'était du travail qui se rajoute. Ça se rajoute par rapport à la vision idyllique que vous avez sur comment vous deviez réussir. Et votre vision idyllique, c'était sûrement, ben, je veux faire du bon travail et ça devrait fonctionner. Non. Vous avez la preuve que non. Donc maintenant, il faut vous adapter à la réalité. Et ce qui va créer de la souffrance ou non, c'est est-ce que vos attentes correspondent à la réalité ou pas. Et s'ils ne correspondent pas à la réalité, en effet, vous allez souffrir. A l'inverse, si vous êtes préparé à faire bien pire, alors vous aurez l'impression que tout est facile. Autre raison pour vous pousser à faire plus, autre raison pour vous pousser à ne plus accorder d'importance à cette souffrance et vous permettre de faire plus. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que votre projet, que vos services, que votre produit apporte une plus-value, diminue la souffrance des gens, apporte, on va dire, quelque chose de bénéfique aux gens? Est-ce que vous en êtes vraiment convaincu? Est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes en train, on va dire, pour certaines personnes du moins, rendre leur monde meilleur? Est-ce que vous avez l'impression de leur rendre leur vie la plus facile? Si c'est le cas, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour réussir? Qu'est-ce que vous attendez pour mettre toutes les chances de votre côté, pour apporter autant de bénéfices dans ce monde? Effectivement, si vous vendez de la camelote, ou si vous vendez de la drogue qui fout la merde des gens, etc., vous faites ça que pour l'argent. J'ai pas de problème à ce que, on va dire, vous ayez des problèmes pour faire du volume. Allez vous faire foutre. À l'inverse, si vous êtes là pour améliorer le monde, vous êtes convaincu que ce que vous apportez peut faciliter la vie des gens, peut leur permettre d'être heureux, peut leur permettre d'avoir du plus de bonheur. Mais qu'est-ce que vous attendez pour crier ça sur tous les toits, quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour faire des vidéos dans tous les sens? Même des vidéos nulles. Pourquoi est-ce que je veux absolument garder ce format extrêmement simple? Pourquoi est-ce que je ne veux pas payer de monteur, je ne sais quoi encore? Parce qu'à la seconde où mes vidéos deviennent, on va dire, inaccessibles pour la majorité des gens, ben, j'inspirerai moins de gens. Effectivement, je dois faire beaucoup de volume, mais c'est ça aussi que je voulais faire comprendre aux gens, c'est, écoutez, si vraiment pour réussir, c'est juste une question de volume, vous attendez quoi? Genre, la barre est tellement basse. Allez chercher ça, allez chercher, on va dire, le succès que vous voulez, et à partir de là, si vous avez envie de payer des gens pour faire on va dire, plus de qualité, parce que vous ne savez pas le faire tout seul, faites-le. Mais ne vous laissez pas arrêter par on va dire, la barrière la plus minable au monde, qui est juste le volume. Tout le monde est capable de faire du volume. C'est même tellement accessible que tout le monde fait ça à la base. Cinquième raison qui devrait vous pousser à accepter de retirer vos goulots d'étranglement, c'est quand est-ce que vous voulez réussir. Si vous me dites le plus vite possible, ça n'a aucun sens ce que vous faites. Dans le sens où vous faites vraiment très peu. Vous faites vraiment le minimum. Il y a un de mes clients qui me disait, oui, mais imagine, je fais le max, et imagine que j'ai trop de clients, que j'ai trop de gens maintenant qui veulent mon produit. Comment vous dire que c'est exactement le problème que tout le monde veut avoir? Quel est le problème? Oui, mais je ne pourrais pas tous y servir. Bah, tu vas faire une file d'attente. Ah oui, mais s'il y a des gens qui continuent à venir, bah, tu commences à enlever ton site à ce moment-là, tu gardes juste les gens qui ont pris. Il y a des solutions partout, en fait. Ce que j'aime bien chez les gens qui sont terrorisés à l'idée d'avoir trop de clients, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Je peux vous assurer que j'échange n'importe lequel de mes problèmes contre « Putain, il y a trop de gens qui veulent me donner de l'argent. Il y a trop de gens qui veulent travailler avec moi. Franchement, là, je n'arrive pas à endormir. » Je prends ce problème-là quand vous voulez. Donc, quand vous allez être dans cette situation du « Oui, mais moi, je vais réussir le plus vite possible », vous allez comprendre que la clé, l'une des clés, l'un des piliers pour aller le plus vite possible, c'est le volume. Vous voyez votre goulot d'étranglement. Si c'est un goulot d'étranglement aujourd'hui, c'est parce que vous n'en faites pas assez. Vous multipliez ça par 10, tout le reste s'améliore. Toute la chaîne s'améliore. Donc vous ne pouvez pas en fait passer à côté d'un truc aussi banal. Pourquoi est-ce que vous allez passer à côté? Parce qu'en fait, quand vous allez vous dire oui, je vais réussir vite, mais quand je suis dans l'instant présent, je vais souffrir. Il y a un truc que vous devez comprendre sur cette souffrance. Elle va disparaître. Toute la souffrance que vous avez, tous les problèmes que vous avez, tout ce qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez et qui, on va dire, vous cause un peu d'inconfort aujourd'hui, ça va finir par disparaître. Pourquoi? Parce qu'à force de faire les choses, vous allez vous habituer. Quand vous allez vous habituer, vous allez comprendre exactement comment ça fonctionne. Du coup, vous ne souffrirez plus parce que vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Par contre, vous souffrez et vous vous focalisez sur la souffrance et du coup, ça vous empêche d'apprendre, ça vous empêche de le refaire, ça vous empêche d'ouvrir les yeux pendant que vous le faites. Vous êtes juste là en train de retenir la souffrance. Et forcément, vous aurez l'impression que cette souffrance ne s'arrêtera jamais. Mais elle s'arrête jamais parce que il vous faut 3 mois pour faire une deuxième itération et en attendant 3 mois, vous avez oublié tout ce que vous avez appris.
À l'inverse, vous commencez à vous dire, ok, je fais ça tous les jours, terminé. Tous les jours, vous allez apprendre quelque chose, tous les jours, vous allez améliorer votre processus, tous les jours, vous allez pouvoir produire beaucoup mieux, et du coup, ça vous demandera beaucoup moins d'efforts et donc beaucoup moins de souffrance. Vous êtes tous passés par là, on va dire d'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est que la majorité du temps, vous avez été poussé au changement. Ce n'est pas vous qui avez choisi le changement. C'est la vie qui vous a imposé de changer. Et parce que ça a été une imposition pour vous, vous l'avez mal vécu. Alors, vous allez associer le changement avec de la douleur. Mais vous devez comprendre que dans ce monde, si vous décidez d'être le moteur du changement, si vous décidez de changer, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire en fait. Je suis en train de vous donner des raisons suffisamment importantes pour vous dire, je change d'approche, je change de façon de penser, je change de façon de voir la souffrance, je change de façon de je ne sais pas quoi encore. Quand c'est vous-même qui décidez de changer, je pense que vous avez déjà eu l'expérience, c'est nettement plus simple, parce que vous vous souvenez du but, vous vous souvenez de pourquoi vous voulez changer, vous vous souvenez de pourquoi vous voulez plus, vous vous souvenez de pourquoi c'est important pour vous. Donc si vous voulez réussir vite aujourd'hui, comprenez que l'un des piliers pour avancer le plus vite possible, c'est le volume. C'est vrai que quand j'ai fait ma vidéo 500 vidéos pour 1300 abonnés, pour la majorité des gens, c'est « Waouh, qu'est-ce que c'est naze !» C'est pratiquement, on va dire, deux abonnés et demi par vidéo. Imaginons, vous crachez une vidéo comme ça, vous mettez votre cœur dedans et ça vous fait 2 abonnés et demi. Mais en fait, comment vous voulez que je sache ça à la base? Imaginons que je me dise, ok, je me crée une attente de fou furieux. Il y a des gens dans YouTube qui sont tellement forts, en 15 vidéos, ils ont 100 000 abonnés. Imaginons que je me compare à eux. Allez, par vidéo, allez, on va dire même 10 vidéos, 100 000 abonnés. Par vidéo, il me faudrait au moins 10 000 abonnés. Vous imaginez on va dire, la pression que j'aurais? J'ai jamais fait ça et je dois me dire, ok, ma première vidéo, elle va faire 10 000 abonnés. Je me lance jamais en fait. À l'inverse, vous voyez un trou du cul qui fait une vidéo, 2 abonnés et demi, vous dites putain, mais même moi je pourrais faire mieux quoi. Tant mieux. Tant mieux, je vais vous inspirer, vous allez vous lancer, vous allez vous rendre compte que tiens, c'est un peu plus difficile que prévu, mais en vrai ça se fait quoi. Et s'il faut juste un peu plus de volume pour avoir tout ce que vous voulez dans la vie, parce que c'est ça que je me dis en fait. Allez, imaginons que je fais ça encore pendant 5 ans. En imaginant qu'il faudra quand même pas, que chaque vidéo va me rapporter 2 abonnés et demi, ça sera un peu plus au fur et à mesure. Vous imaginez bien que dans 5 ans, si je continue à ce rythme-là, j'ai tout ce que je veux en fait. C'est-à-dire que, imaginons, je fais un deal avec une entreprise que j'utilise déjà, un produit que j'utilise déjà, je fais hey, j'aimerais bien faire une vidéo, que vous sponsorisiez une de mes vidéos. Le mec va me payer 5000 balles, j'en sais rien. Je dis putain, mais je prends quoi. Parce qu'avec les revenus que j'ai aujourd'hui, avec ma première activité, en plus de ces revenus-là, mais je suis tranquille quoi. Autrement dit, en fait, je suis à 5 ans d'avoir tout ce que je veux dans la vie. C'est ça que je me dis. C'est pour ça que quand je me dis, ok, tu veux réussir quand? Le plus vite possible. Crash, 6 vidéos par jour. Ah ouais, mais les jours où je suis malade, bah, à ce moment-là, ne le fais pas. Ouais, mais du coup, je vais pas être, on va dire, constant tout le temps. Je fais, ouais, comme tout le monde. Arrêtez de vous inventer des problèmes parce que dès que vous allez augmenter le volume, vous n'allez pas être aussi parfait que vous imaginez. C'est le prix à payer au début. Vous ne pouvez pas faire à la fois de la qualité et de la quantité quand vous ne savez même pas comment faire de la qualité tout court. Donc, quand vous allez commencer à faire de la quantité avant tout, oui, en effet, ça va dégrader, on va dire, la qualité de vos vidéos. Mais au moins, ça vous permettra d'être visible. Au moins, ça vous permettra de, on va dire, avoir des informations fiables et en plus grande quantité. Avant-dernière raison qui devrait vous pousser à faire plus de qualité, à enlever enfin ce goulot d'étranglement, est-ce que par hasard, à force de rester comme ça avec votre système qui vous pousse à avoir un goulot d'étranglement que vous ne voulez pas enlever, vous ne seriez pas dans une situation où vous risquez de mettre on va dire, la clé sous la porte si ça continue? Parce que j'aurais aimé vous dire que j'ai appris tout ça en étant super intelligent. Mais en fait, c'est faux. J'ai appris tous ces éléments-là à chaque fois que j'étais face à la réalité et que ça me disait, bah écoute, soit tu te bouges le cul, soit c'est fini en fait. Soit ton rêve, là, tu l'auras jamais. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Même là, j'avais du mal à me lancer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je devais trouver du coup un job alimentaire à chaque fois. Je l'ai fait 3 fois. Hein. Il a fallu que je trouve 3 fois un job alimentaire avant de m'en sortir. Et à chaque fois, je me disais, putain, mais pourquoi je suis trop con comme ça? Pourquoi est-ce que je suis obligé d'être dos au mur, d'avoir le pire job de l'humanité, alors que j'étais à temps plein, que j'aurais pu me donner comme pas possible? Et je me dis à chaque fois, je me dis, parce que j'ai le temps, je vais laisser faire. Je ne savais pas à l'époque que l'être humain était émotionnel, donc forcément, c'était difficile pour moi de surmonter l'obstacle, parce que j'arrêtais pas d'essayer de le résoudre de façon logique, alors que c'était émotionnel. C'est pour ça que j'essaie de vous créer de l'émotion ici, à travers cette question. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas dans une situation où si vous continuez comme ça, c'est game over pour vous? Genre, imaginons, vous projetez 5 années dans le futur, là, en changeant absolument rien. Vous vous voyez comment? Vous voyez en train de réussir, vous voyez encore avec les mêmes emmerdes. Rien que cette question, je vous jure, ça me saoulait au plus haut point.
de me dire, je viens de faire un fast-forward de ma vie de 5 ans plus tard et je suis exactement au même point. Rien que de se dire, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à faire du volume. Et à la seconde où j'ai fait du volume, parce que c'était mon goulot d'étranglement, parce que c'était ça en fait le truc, j'avais pas de visibilité, je faisais une qualité de fou, mais personne ne savait que j'existais. Vous voyez à quel point j'étais stupide? Et là, d'un seul coup, ça a marché. Dernière question qui devrait vous pousser à faire plus, et qui est paradoxale. Est-ce que c'est inconfortable pour vous de faire plus aujourd'hui? Si oui, faites-le. Vous ne devez pas laisser l'inconfort vous empêcher d'avoir vos rêves. Vous ne devez pas laisser l'inconfort vous empêcher d'avoir ce que vous voulez. Vous ne devez pas laisser l'inconfort vous empêcher d'avancer vers ce qui est vraiment important pour vous. Pourquoi? Parce que l'inconfort, finalement, c'est juste ce qui est nouveau. Et si vous pensez que vous allez réussir à avoir de nouveaux résultats en faisant exactement ce que vous faites aujourd'hui, il est temps de vous réveiller. À l'inverse, si tout ce que ça vous coûte, si tout ce qu'il faut pour réussir, c'est faire des choses nouvelles et donc être dans l'inconfort de temps en temps, en vrai, je me fais vraiment pas chier, je fais ça tout le temps. Pourquoi je fais ça tout le temps? Parce que je remarque quelque chose sur le cerveau, c'est qu'il s'adapte. Il a une certaine plasticité, il arrive à, on va dire, s'adapter à son environnement. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui, qui sont dans des pays en guerre, ils arrivent quand même à garder le moral. À l'inverse, vous m'envoyez moi, qui a toujours été vécu en paix, vous m'envoyez dans un pays en guerre, alors je pense qu'en 2 jours, je commence à craquer, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous habituez à l'inconfort, si vous avez compris que l'inconfort doit faire partie de votre quotidien pendant un petit moment, vous allez arrêter de le craindre, vous allez arrêter de le fuir, vous allez arrêter de croire que c'est, on va dire, le mal incarné. Comment est-ce que vous faites ça? Vous allez volontairement vous mettre dans l'inconfort de temps en temps. Et comment est-ce qu'on fait ça? Si c'est juste une histoire de volume, faites du volume. Regardez ce que vous ressentez. Ne vous laissez jamais submerger, juste décrivez ce que vous ressentez. Là, je me sens un petit peu, on va dire, dépassé parce que je n'arrive pas à aller aussi vite que je veux. OK. Et pourquoi est-ce que ça dépasse? Parce que je me dis que si j'allais aussi vite que je veux, alors ce serait mieux. C'est vrai, et alors? Ben, je me dis que parce que j'y arrive pas, je suis quelqu'un de naze. OK, ça, il faut que je l'enlève. Parce que ça n'a aucun sens. Je suis en train de progresser, je suis en train de m'améliorer, et je me dis parce que j'y arrive pas tout de suite, je suis naze. Ben non, je suis en train d'apprendre. C'est le but. Maintenant, troisième partie de la vidéo, ne vous inquiétez pas, ça devrait aller assez vite. J'aimerais revenir en fait sur les éléments qui vous empêchent aujourd'hui de faire plus, de lever ce goulot d'étranglement, et en fait pour vous permettre de voir les choses autrement, pour retourner le problème contre lui. Le premier problème que j'avais énoncé, c'est que faire plus, c'est une souffrance pour vous, parce que faire ce que vous devez faire, la vidéo promotionnelle, le flyer ou je ne sais quoi encore, c'est une souffrance, et vous allez dire, oui, mais en fait, je souffre quand je fais ça. Ok. Aujourd'hui, si vous souffrez, c'est pas à cause de la vidéo que vous devez faire. C'est votre façon de faire qui vous empêche de prendre du plaisir. C'est votre façon de faire qui vous empêche de voir que vous êtes en train d'apprendre. C'est votre façon de faire qui vous empêche de voir que, on va dire, c'est quelque chose qui est normal, que vous devez en fait évoluer, que vous devenez en fait plus puissant, que vous devez augmenter votre capacité de travail. Autrement dit, pendant que vous êtes en train de faire le truc, vous êtes focalisé sur en quoi c'est emmerdant, au lieu de vous poser la seule question qui doit être intéressante ici, c'est difficile, pourquoi, comment est-ce que je pourrais faire mieux, quelles sont les questions que je pourrais me poser pour que ce soit moins difficile. Par exemple, quand je fais une vidéo, qu'est-ce qui est difficile? Même aujourd'hui, j'ai galéré. Ce qui était difficile pour moi, c'est d'essayer de me souvenir des problèmes que les gens ont et de les poser et de les, on va dire, d'y répondre, donner des instructions, donner on va dire, des solutions qui sont applicables directement. Parce que clairement, enfin, on va dire, le monde ne manque pas de problèmes. Des solutions, du coup, il y en a tout autant. Par contre, un problème que je peux vous soumettre maintenant et que vous avez, et pas seulement les niveaux, on va dire, extrêmement avancés avec les collègues que j'ai, avec les clients que j'ai, ont, ça, j'ai un peu plus de mal. Parce que ça fait longtemps, en fait, que je suis pas, on va dire, que j'ai pas eu que des gens qui étaient, on va dire, débutants. Étant donné que dans mon autre boulot, je travaille avec des professionnels, ils sont déjà à un niveau assez élevé. Du coup, il fallait que je revienne, en fait, à ce stade où on se dit, merde, c'est vrai, quand on commence, c'était quoi déjà vos problèmes? Et évidemment, con comme je suis, j'ai absolument pas, on va dire, noté tous les problèmes que j'ai eus au début de mon aventure. J'ai commencé à noter à partir du milieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je commence à galérer comme pas possible pour justement trouver des idées de vidéos et les présenter de façon à ce que ce soit percutant, à ce que ce soit utilisable. Qu'est-ce qui a rendu ce truc-là douloureux pour moi? Parce que je n'avais pas pris de notes. Ok, à partir du moment, qu'est-ce que je fais? À chaque fois que je lis un post sur Internet, à chaque fois que je vois quelqu'un qui se plaint sur son projet, à chaque fois que je vois, je ne sais pas quoi encore, je note. Je note tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ça me donne des idées. Et quand ça me donne des idées, je dis, je vais faire une vidéo. Ah ouais, mais la vidéo n'a pas l'air terrible, je m'en tape. Elle n'a pas l'air terrible pour moi parce que c'est un problème que je connais déjà. Et du coup, il est tellement évident pour moi que c'est évident que ça n'a pas on va dire, de valeur pour mon cerveau. Mais ça a de l'importance pour quelqu'un qui commence, qui a ce problème-là et qui ne sait pas comment le résoudre. Vous voyez, là, j'ai commencé à décrire en fait qu'est-ce qui m'empêchait d'avoir des idées. Et du coup, j'ai commencé à mettre des solutions en place. Est-ce que c'est la solution que j'ai mis en place? Non, il y en a des cinquantaines que j'ai mis. Et même là, je galère encore. Pourquoi? Parce que parfois, ces solutions ne peuvent pas s'appliquer. C'est OK, ça fait partie du jeu.
Deuxième problème que j'avais identifié, vous imaginez que ce que vous faites c'est beaucoup ou c'est assez parce que ça vous prend beaucoup de temps. Là aussi, retournez le problème contre lui-même. Si ça vous prend beaucoup de temps aujourd'hui, c'est parce que vous manquez d'expérience, parce que vous ne savez pas vous poser les bonnes questions, c'est parce que vous n'avez pas réussi encore à simplifier le processus pour vous permettre de faire ce que vous avez à faire. Pourquoi vous n'arrivez pas à simplifier le processus? Parce que justement, vous n'en faites pas assez. Vous n'avez pas la chance de refaire l'activité, de vous observer, de regarder en fait comment est-ce que vous réfléchissez, comment est-ce que vous posez votre problème, et surtout, vous n'avez pas pris l'habitude de regarder où est-ce que vous perdez du temps. Quand je parlais à quelqu'un qui faisait un CV, il lisait comme ça l'offre de poste, la fiche de poste, et en fait, il le lisait 5 ou 6 fois d'affilée. Et je lui disais: «Mais pourquoi tu fais ça?» «Ouais, c'est pour en fait m'imprégner de tout et on va dire avoir une bonne idée, générale du truc». Je dis: «OK, ça te sert à quoi?» «Ouais, c'est pour en fait pour imaginer ce que je vais faire ce que je vais écrire pendant mon CV, ce que je vais pouvoir mettre en place, ce que je vais pouvoir mettre en avant». Et en fait, le mec lisait juste son truc. Et là, on s'est dit: «Tu pourrais pas faire ça plus vite et autrement?» «Bah ouais, je pourrais prendre un stabilo et juste noter ou mettre des trucs dans la marge». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Il a commencé à juste lire une seule fois et terminé. On a économisé une demi-heure juste pour un truc, on va dire, de base. Là, ce que je suis en train de vous donner, pourquoi ça n'a pas l'air sexy? Parce que c'est ça, en fait, optimiser. C'est faire ce que vous faites là, vous rendre compte que vous perdez la moitié de votre temps sur des trucs qui servent à rien et vous dire comment est-ce que je pourrais faire pour aller plus vite. Donc si vous n'avez pas le temps aussi, les trucs que vous faites prennent trop de temps, c'est parce que votre façon de faire aujourd'hui n'est pas encore optimisée. Elle ne vise pas à gagner du temps ou à aller au plus vite, au plus simple, on va dire à l'essence même de ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Vous êtes en train déjà de faire de la qualité. Et quand vous allez faire de la qualité, vous allez réfléchir énormément. Troisième obstacle qu'on avait identifié précédemment, c'est assez ce que je fais par rapport aux autres. Ça, vous avez compris, il faut que vous arrêtez de faire ce que font les autres. Pourquoi? Parce que les autres, ils vont échouer justement. Si vous avez des objectifs ambitieux, vous devez comprendre que être comme les autres, c'est le dernier truc que vous voulez. Penser comme les autres, encore pire. Imaginez, on va dire, la quantité d'efforts à faire comme les autres, encore pire. Si aujourd'hui, je passe une journée qui est pareille qu'un autre type lambda, je sais déjà que j'ai échoué. Le jour où vous comprenez ça, vous arrêtez de courir après les gens, on va dire, pour leur ressembler. Vous arrêtez de faire comme les autres, vous arrêtez de vous rassurer comme les autres. Pourquoi est-ce qu'on aura tendance à faire ça? Émotionnellement, ça a du sens, parce que notre cerveau, en fait, il est câblé pour notre survie, pas pour, on va dire, notre épanouissement et réussir sur YouTube. Quel est le mécanisme qui a permis à notre cerveau, enfin dire, à l'être humain de survivre? Faire comme tout le monde. Le groupe est nettement plus fort qu'un individu tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, notre cerveau, il a commencé à se dire, la meilleure chose à faire pour survivre, c'est de suivre tout le monde. Et pour suivre tout le monde, étant donné qu'on est des créatures, on va dire, sociales, il faudrait qu'on leur ressemble. Il faudrait qu'on fasse comme eux, qu'on mange comme eux, qu'on pense comme eux. Comme ça, au moins, ils ne pourront pas nous virer, ils ne pourront pas nous bannir. Dès que vous comprenez ça, vous vous rendez compte que le problème, c'est de ressembler aux autres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la même situation, vous ne risquez pas de mourir si vous êtes différent. Mieux que ça encore, être différent, c'est le prix à payer pour avoir des résultats différents. Quatrième obstacle qu'on a identifié, les gens ont tendance à se dire qu'ils font assez en se basant sur la première information qu'ils ont entendue. Le type sur YouTube qui vous dit qu'il faut faire une vidéo par semaine. Le type sur, on va dire, à l'école qui vous dit qu'il faut faire un CV d'une extrême qualité pour optimiser ses chances. La première information que vous recevez sur un sujet où vous ne connaissez rien devient votre vérité absolue. Le jour où vous comprenez ça, vous vous rendez compte que tout ce qu'on vous a appris et que vous avez juste une source d'information, c'est de la merde. C'est de la merde parce que le type qui va vous dire ça, est-ce que la personne a réussi? Est-ce que la personne a les résultats que vous voulez? Et je ne compte plus le nombre de gens dans ce monde qui prennent des conseils de gens qui échouent. L'e-sport, on est vraiment les champions pour ça. On va demander à plein de monde comment est-ce qu'il faut faire pour réussir. Et on demande à qui? À des gens qui échouent. Et pourquoi est-ce qu'on va les croire? Parce qu'encore une fois, la première information qu'ils vont nous donner va être une information qui va devenir notre vérité. Et quand elle va devenir notre vérité, tous les autres conseils qui vont renforcer cette vérité nous feront plaisir. Et du coup, on acceptera ces conseils comme si c'était on dirait une vérité divine. À l'inverse, ce que moi je vous conseille plutôt de faire, au lieu de vous baser sur l'information unique que vous avez reçue, commencez à vous poser la question, et si j'avais tort? Comment est-ce que je pourrais prouver que j'ai tort? C'est simple, si je fais plus de vidéos, si je fais plus de volume, alors ça ne devrait pas marcher. Si je pense encore que c'est la qualité qui devrait me permettre de m'en sortir, je vais décider de faire de la quantité pendant un mois et regarder ce qui va se passer. Vous n'aurez même pas besoin d'un mois que vous commencerez déjà à avoir de meilleurs résultats. Autrement dit, ici, le but, c'est d'avoir tort. On vous a appris aussi qu'avoir tort, c'était mal. Parce qu'avoir tort, c'est ne pas connaître son sujet, c'est ne pas être un expert, c'est passer pour un bouffon. Non, avoir tort, c'est apprendre. Le jour où vous comprenez ça, vous n'avez plus peur d'avoir tort. Vous n'avez plus peur que les gens vous disent « vous avez tort ». Tant mieux.
L'expression que moi j'adore quand j'entends sortir de la bouche des gens, c'est « ça n'a aucun sens ». Quand un mec me dit ça, quand il regarde un phénomène et qu'il se dit « ça n'a aucun sens », la bourse, l'investissement, l'immobilier, ou je ne sais quoi, quand il dit « ça n'a aucun sens », ce que je comprends, c'est son modèle mental pour comprendre comment c'est supposé fonctionner est obsolète. Il ne comprend rien à ce qu'il voit. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il doit apprendre. Sauf que les gens, quand ils vont se dire « ça n'a aucun sens », ils ne vont pas apprendre. Ils vont renforcer encore plus la vision obsolète qu'ils ont de l'activité en question. C'est comme tous les gens qui vont dire « ah, YouTube, je comprends rien, ça n'a aucun sens ». Ben, c'est juste que ça n'a pas le sens que tu imaginais, c'est tout. Cinquième obstacle qu'on a identifié, vous allez vous dire que c'est assez ce que vous faites si vous avez l'impression que ça ne vous porte pas préjudice. Par exemple, si ça ne va pas diminuer votre qualité, si ça ne va pas diminuer, si ça ne va pas, on va dire, augmenter vos chances d'être critiqué par les autres, d'être rejeté par les autres. Autrement dit, vous allez faire juste assez pour qu'on vous lâche la grappe. Encore une fois, vous n'êtes pas encore focalisé sur est-ce que ça me permettra de réussir. Vous êtes juste focalisé sur est-ce que les autres ne vont pas me rejeter. Encore une fois, la seule façon pour que les autres ne vous rejettent pas, c'est que vous leur ressemblez. Et vous leur ressemblez à des gens qui échouent, félicitations, vous allez échouer à votre tour. Donc ne tombez pas dans ce piège. À l'inverse, partez plutôt du principe inverse. Si les gens commencent à vous dire que vous en faites trop, si les gens commencent à vous dire que vous êtes différent, si les gens commencent à vous dire que vous n'êtes pas comme eux, félicitations, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie parce que vous ne leur ressemblez pas et le but, c'est justement de ne pas leur ressembler en quoi que ce soit. Plus vous serez différent de ces gens, plus vous serez incompris par ces gens, plus vos chances de réussir seront, on va dire, bien supérieures. Sixième piège, et celui-là c'est l'un des plus stupides, vous allez vous baser sur ce que vous faites habituellement pour savoir si c'est assez. Balancez ça le plus vite possible. Dans le sens où ce que vous êtes habitué à faire, c'est échouer. Ce que vous êtes habitué à faire, c'est pas assez. Donc quand vous allez vous servir de vous-même comme référence, comprenez que c'est pas du tout assez. À l'inverse, quand je vais essayer de me dire, tiens, combien de vidéos il faudrait que je fasse? Combien de publicités il faudrait que je fasse? Je vais pas me faire chier. Je vais taper ça directement sur Internet et je vais aller directement sur on va dire des sources qui sont fiables. Je m'en fous de ce qu'un blogueur a écrit. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le type qui gagne sa vie en faisant ça. Son volume, il est à combien? Et je peux vous assurer que si vous avez l'impression que 6 vidéos par jour, c'est beaucoup, il y en a qui sont à 50. Évidemment, ils ont tout un système pour ça, ils ont toute une équipe pour ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est juste pour vous dire que 6, si vous avez l'impression que c'est beaucoup, c'est pas grand-chose. Il y a des gens qui sont nettement plus tarés dans leur histoire de volume. Est-ce qu'il y a un rendement, on va dire, décroissant au bout d'un moment? C'est-à-dire que, est-ce qu'à partir de 10 vidéos, par exemple, le rendement baisse? C'est-à-dire que 15 vidéos, c'est pas pareil, c'est pas 1,5 fois 10. Absolument. Il y a un moment, le rendement, il baisse. Sauf qu'à la fin, vous devez vous poser une question. Si je fais ça sur 5 ans, sur 5 années ou sur même plus, même si le rendement baisse, quel est l'écart qu'il y a au bout d'un moment? Et vous vous rendrez compte que l'écart est monstrueux. Et il y a des gens en fait qui ont compris ça, qui sont assez fous pour aller jusque là-bas. Tant mieux pour eux parce qu'ils ont les moyens, du coup ils peuvent aussi garder leur santé mentale, ce qui est plutôt pas mal. Mais vous devez comprendre que quand vous avez l'impression de faire assez, parfois ce n'est rien. Pour vous donner un exemple plus concret dans le monde du jeu vidéo compétitif, quand je parle à un joueur amateur, la question que j'aime bien lui poser, c'est à ton avis, un joueur professionnel, quelqu'un qui fait ça comme métier, combien d'améliorations il arrive à faire par jour? Et le joueur, il réfléchit comme ça, il dit, je pense qu'il en fait 5. Ouais, c'est ça. Parce que moi, en fait, aujourd'hui, je suis encore à 2. Tu vois, je suis à 2 et je trouve que j'avance quand même pas mal, je m'améliore, je vois des améliorations, etc. Et là, je le coupe tout de suite, je fais, OK, ils sont à 200. Et là, qu'est-ce qui se passe quand il comprend que lui, il est à 2 améliorations par jour et que des gens clairement formés, bien éduqués, bien, on va dire, adaptés à leur environnement sont à 200 améliorations par jour, il se rend compte qu'il n'est pas en train de progresser, il est en train d'accumuler du retard. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça vient changer complètement sa réalité. C'est pour ça que je ne veux pas que vous utilisiez vous-même comme référence, parce que du coup, vous allez être bloqué dans votre réalité, et en réalité, vous allez perdre. À l'inverse, quand ce type il comprend qu'il a 200 améliorations par jour, il comprend quoi? Il comprend que sa méthode d'entraînement est nulle à chier. Il comprend que sa méthode de progression est nulle à chier. Il comprend que sa méthode pour, on va dire, réfléchir, identifier les problèmes et les solutionner est beaucoup trop longue. Qu'est-ce qui se passe alors immédiatement? Il commence à tout changer. Il commence à se dire, si je dois faire 10 fois plus, 100 fois plus, comment est-ce que je me débrouillerai? Qu'est-ce qu'il faudrait que je change? Où est-ce que je perds du temps? Et là, d'un seul coup, il explose en termes de progression. Ça, c'est s'il le voyait comme moi je le vois. S'il voyait en fait on va dire sa marge de progression comme si elle était infinie. Sauf que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas juste essayer de s'améliorer. Ils vont doubler la dose sur ce qu'ils font déjà. Devant ce mur infranchissable, ils vont aller se réfugier dans ce que tous les autres font. Parce qu'ils ne font pas ça de manière logique, ils font ça de manière émotionnelle. Et émotionnellement, ils ont besoin que quelqu'un leur tienne la main. Et la meilleure façon pour le cerveau qu'on lui tienne la main, c'est de faire comme tout le monde.
C'est comme ça qu'il a réussi à survivre. Pour lui, c'est le Saint Graal. Vous êtes dans une gare, vous ne savez pas où il faut aller pour sortir. Votre cerveau va dire, t'inquiète pas, mets le pied dehors, suis la masse. Quand tu vas suivre la masse, tu trouveras soit la sortie, soit on va dire, une correspondance qui est extrêmement recherchée. Mais généralement, vous allez trouver la sortie pas loin. Donc faites très attention à cet avant-dernier piège, parce que c'est de loin le plus stupide. Vous servir des autres ou vous servir de vous-même comme référence. Et enfin, dernier piège qu'on a pu voir, vous aurez l'impression de faire assez si vous avez l'impression que toutes les personnes comme vous font la même chose. Autrement dit, vous n'allez pas être critiqué, vous n'allez pas être, on va dire, rabaissé, on ne va pas vous dire que vous n'êtes pas légitime. Bref, vous commencez à courir après la validation des autres, au lieu de courir après la seule chose qui compte réellement, votre réussite. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez courir après la validation des autres parce que les autres sont en train d'échouer? Vous allez échouer comme tout le monde. Et vous savez quoi? Vous n'allez même pas le voir venir. Pourquoi? Parce que pendant tout le processus, pendant que vous ressemblerez aux autres, votre cerveau sera d'un calme incroyable. Vous allez directement à l'abattoir, vous n'en avez aucune idée, parce que jusqu'au bout, vous vous direz que peut-être le hachoir qui est là-bas, là, c'est de l'argent. Peut-être que vous avez mal vu un truc. Non, non, vous allez juste échouer. Pourquoi est-ce que je voulais vous faire cette vidéo? Parce que ce piège qui va vous empêcher de réussir, sur le volume, sur ce goulot d'étranglement, c'est tellement, on va dire, il est tellement fréquent, il est tellement partout, qu'une fois que vous commencez à le voir, une fois que vous commencez à voir à quel point les gens font vraiment le minimum et s'étonnent de ne pas avoir les résultats qu'ils veulent, vous vous dites, putain, ils sont tous tombés dans le même piège. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que si vous voulez faire la différence, vous avez juste à l'éviter dans toutes les facettes de votre vie. Le volume de vidéos YouTube, le volume de travail que vous êtes capable de faire, le volume de repos que vous vous accordez. Le repos, clairement, c'est quelque chose que j'accorde énormément énormément de place dessus. Par contre, j'ai redéfini ma définition de repos. Le repos, pour pas mal de gens, c'est juste se mettre quelque part et rien faire. Et en fait, j'ai essayé de me reposer comme ça et j'ai remarqué quelque chose. J'étais plus fatigué à ne rien faire que si je faisais quelque chose qui m'intéressait, que si je faisais quelque chose qui, on va dire, m'épanouissait, me permet de m'épanouir, me permet de me réaliser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis à travailler comme si je me reposais. Je me suis mis à jouer. Pourquoi? Parce que je peux jouer à des jeux vidéo pendant des heures. Je me dis, tu sais quoi? Je vais faire en sorte que quand je travaille, je joue. Du coup, j'ai jamais besoin de me reposer. Ou du moins, je me repose tout le temps. J'espère que cette vidéo vous permettra de voir certains comportements sous un autre jour. J'espère que ça vous permettra aussi de voir vos incohérences et j'espère aussi que vous verrez que vous n'avez aucune raison en fait de ne pas augmenter le volume. Vous n'avez aucune raison de ne pas faire plus que ce que vous faites aujourd'hui. Alors oui, ça va être inconfortable, mais l'inconfort, encore une fois, va disparaître quand vous allez vous habituer. Donc allez vous habituer, faites ce que vous avez à faire et allez chercher la vie que vous voulez. Bon courage à vous.